Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. À droite, Jacques-Émile Blanche, 1861-1942. Portrait de Marcel Proust à 21 ans, Musée d'Orsay, Paris. À gauche, portrait d'un boxeur russe, réclame photographique pour la foire de Nogent, 1909, collection privée. Proust m'a appris à mentir, disait Marguerite Duras, et il mentait bien, surtout en ce qui le concernait, comme le révèlent plusieurs études récentes portant aussi bien sur son œuvre que sur sa vie. La seule raison d'écrire, c'est le bonheur. Roland Barthes. La décision d'écrire de Proust, c'est une décision qui correspond exactement avec la métamorphose d'une vie somme toute malheureuse et inutile dans une vie heureuse. Écrire, c'est être heureux. Écrire, c'est regarder et transposer. Un écrivain, donc, est souvent un voyeur. Et Proust le fut. Sans entrer dans les détails de ces virées absolument sordides, on peut en déduire que Marcel Proust ne passait pas autant de temps dans sa chambre qu'il voulait bien le faire croire, et que, lorsqu'il sortait en ville, on ne le croisait pas seulement dans les salons des duchesses et des princes de son cher temps perdu. D'abord, c'était tout un cérémonial pour entrer chez Marcel parce que on était arrêté dans le vestibule par Céleste. Jean Cocteau. On entrait dans un véritable nuage de poudre anti-asthmatique. Alors il était couché, tout habillé sur son lit, un lit de cuivre, et le lit de cuivre était enfermé dans une sorte de guérite en liège qui le protégeait contre les bruits extérieurs. Et quand il n'avait pas de barbe, il ressemblait au fameux portrait de Jacques-Émile Blanche où il a l'air d'un œuf de Pâques. Et toc pour le fameux portrait que nous voyons ici d'ailleurs. Il y avait aussi le temps présent, et il semblerait que Proust ait beaucoup utilisé à fréquenter les garnis borgnes de la rue de Réaumur et les bains de vapeur du quartier des Halles, lieu de toutes les turpitudes d'alors. Un personnage a grandement aidé Marcel Proust à satisfaire ses désirs inavouable. Il s'agit d'Albert Lecuzia, dit Bébert, personnage plus que sulfureux du Paris de la Belle Époque, valet de pied et amant du comte Orloff. Proust le décrit comme un homme qui n'aime que les vieux messieurs, le surprend en train de faire l'amour avec Charlus, dont il devient le secrétaire, puis pour le compte duquel il achète et dirige une maison close. La réalité n'est pas du tout éloignée de la fiction. Par une de ces inversions autobiographiques que Roland Barthes qualifiait d'image théorique de la création proustienne, Jupien est bel et bien Lecuzia, et Charlus pourrait bel et bien être Proust lui-même, ou en tout cas une partie de lui-même, la partie la moins glorieuse. Un tout petit glissement suffirait pour que ce qui lui est arrivé n'ait pas eu lieu. Marguerite Duras. Ou soit arrivé à quelqu'un d'autre que lui. Proust lui-même le surnommait « mon Gotha vivant », disant de lui qu'il avait le savoir de Pic de la Mirandole et l'esprit de Madame du Deffand. À la différence d'Olivier d'Abesca, le maître d'hôtel du Ritz, que Proust payait pour être au courant de tous les déplacements des princes, Albert Lecuzia ne se fit jamais directement rémunéré par Marcel Proust. Oh que non, il était bien plus malin que cela, ce breton blond que Céleste décrivait dépourvu d'élégance, aux yeux bleus froids comme ceux d'un poisson, où se reflétait l'inquiétude de sa profession. Malin, Lecuzia l'était, et plutôt que de quémander quelques pièces d'or, qu'il possédait déjà en nombre d'ailleurs, à Marcel, il attendit son heure. Il proposa ni plus ni moins à Marcel Proust de s'associer à lui dans une affaire qui pourrait non seulement s'avérer rentable pour les deux, mais intéresser Proust au premier chef. Cette affaire était la création d'un bordel homosexuel. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Proust fut emballé par l'idée du partenariat, mais à la condition qu'on ne sache pas qu'il y était mêlé. Proust vit dans l'idée d'Albert l'opportunité d'encore mieux satisfaire son goût du voyeurisme sans se départir de la discrétion qui devait désormais entourer sa carrière d'écrivain à succès. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit
coupé, haché par ce rire. Quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires, il se tordait de rire. Bon, en 1913 d'abord avec les bains du Ballon d'Alsace, puis en 1917 ensuite avec l'acquisition de l'hôtel Marigny, un petit immeuble du 11 de la rue de l'Arcade, Proust avança des sommes assez conséquentes à Albert Lecuzia. On ne sait pas combien exactement Proust investit dans ses affaires, car ce genre de transaction ne passait pas forcément devant notaire, mais il avança assez pour qu'Albert troque sa condition de giton contre celle de patron d'établissement hôtelier. Alors que la Première Guerre mondiale, la plus grande boucherie jamais imaginée, faisait rage, Lecuzia Jupien ouvrait donc en l'hôtel de Marigny ce qui allait devenir le bordel homosexuel le plus couru de Paris, et même, eu égard à l'identité des actionnaires, du tout Paris. Proust va même jusqu'à meubler la tôle avec son propre mobilier de famille. L'épisode est d'ailleurs transposé dans La Recherche lorsque le narrateur donne à Jupien certains meubles de sa tante Léonie pour meubler le bordel qu'il vient d'ouvrir en s'associant à Charlus. En échange, Albert organisa des séances de voyeurisme spécialement pensées pour Marcel Proust. Et oui, à l'hôtel Marigny, Albert va permettre à Marcel d'engranger un maximum d'informations que l'on retrouve évidemment dans des scènes comme celle de la flagellation de Charlus dans Le Temps retrouvé. Je cite Charlus sous la plume de Proust. « Je vous en supplie, grâce, pitié, détachez-moi, ne me frappez pas si fort, disait une voix. Non, crapule, répondit une autre, et puisque tu gueules et que tu te traînes à genoux, on va t'attacher au lit. Et j'entendis le bruit du claquement d'un martinet, probablement aiguisé de clous, car il fut suivi de cris de douleur. La magistrale impudeur de M. de Charlus n'est pas de détail. Elle ne porte pas sur l'une quelconque de ses passions, mais qu'elle le définit tout entier, et cet admirable scandale vivant est la vérité. L'hôtel de Marigny, désigné par Proust dans La Recherche comme le temple de l'impudeur, est soumis à des inspections et des descentes de police régulières. Marcel s'y trouve pris une fois par le plus fâcheux des hasards, évidemment, car il était censé ne jamais mettre les pieds dans ce genre de bouge, et même ne jamais quitter sa chambre et son lit-cage. Il sortait, il allait quelquefois, très rarement dans le monde, où il se coupait les cheveux lui-même avec des ciseaux à ongles, avec le coupe-tif, et il allait quelquefois rendre visite en pleine nuit à Mme de Chevigné. Il a été au Ballet Russe, il a été une fois au Ballet Russe. Bon, un mensonge de plus. Extrait du rapport de police dressé le 19 janvier 1918 par le commissaire Tanguy. Procès verbal d'une beuverie à laquelle se livre le propriétaire des lieux en compagnie de 3 adeptes de la débauche contre nature, au-delà de l'heure légale de consommation. L'un est Proust Marcel, 46 ans, rentier 102 boulevard Haussmann, les autres sont Pernet-Léon et Brouillet André, la vingtaine, respectivement soldats de première classe et caporal. Ben, ça fait désordre pour quelqu'un qui ne sort jamais de sa chambre. Dans ce procès verbal, seule la consommation d'alcool au-delà de l'heure légale constitue une infraction. Ni la prostitution, ni les relations dites contre nature entre personnes du même sexe ne sont répréhensibles en France à cette époque-là. Mais qui étaient donc les pensionnaires du bordel que l'on appelait les garçons de joie? Comme dans les bordels féminins, des garçons de ferme et autres palefreniers faméliques qui trouvaient au bordel le gîte et le couvert, et aussi les maladies vénériennes mortelles accessoirement, des garçons de café, des artistes de cabaret, des catcheurs au chômage, des lutteurs de foire et autres boxeurs et voltigeurs à la petite semaine. Celui que l'on voit en fait partie. Les militaires, très doués pour flageller ces messieurs de la haute société et les maintenir
tenir sur leurs bottes étaient légion, si on peut dire, à l'hôtel Marigny. Les boxeurs, qui leur retournaient des baffes et leur foutaient une torgnole de temps en temps aussi. Bref, c'est fou ce que les invités maladroits de la duchesse de Guermantes pouvaient exhiber comme œil au beurre noir et autres échymoses dès qu'ils sortaient de son salon, sans parler des portes prises sur le front. À croire qu'il n'y avait plus assez de valets pour ouvrir les portes. Mais où était-il donc? Alors qu'on lui sert un verre d'orangeade, il s'essuie la bouche avec une serviette dont le degré de raideur fait surgir aussi en lui le souvenir d'une serviette de bain dont il s'était servi à son premier séjour à Balbec. Les observations de comportement glanées en l'hôtel de Marigny sont quelquefois transcrits à l'identique de l'observation dans son œuvre. Cela n'échappe à guère à Jean Genet qui, sur les campus américains, traitait volontiers Proust de, je cite, chroniqueur de maisons closes, laissant planer le doute sur l'identité précise des maisons en question. Palais Princier ou claque à matelot de l'hôtel de Marigny? Cette œuvre, dans une coïncidence sans doute unique dans l'histoire de la littérature, était sa vie. Ponctuation sonore, Marcel Proust, portrait intime par Jean Cocteau, 1959. Marcel Proust, selon Marguerite Duras, décembre 1963. La leçon de Marcel Proust selon Roland Barthes. Ô mon bel inconnu, musique de Reynaldo Hahn, texte de Sacha Guitry, chanté par Simone Simon, Marthe Coiffier, Germaine Cernay, 1933.